Bonjour et bienvenue dans ce DLDL métabolisme. Le premier chapitre que l'on va étudier dans ce métabolisme, c'est la glycolyse. Ce que nous allons voir, c'est que la glycolyse est subdivisée en 10 étapes et nous allons les étudier les unes après les autres au cours de ces multiples DLDL. Avec ces DLDL, vous avez sur le site la possibilité de télécharger les documents utiles à la réalisation de ces DLDL. Trois documents sont utiles. Premièrement, cette planche ici de la voie métabolique de la glycolyse. Cette planche avec des cases à remplir que l'on va donc remplir au fur et à mesure. Un autre document vous sera utile à télécharger, c'est ce document annexe qui concerne les coenzymes et les cosubstrats. Et enfin, un troisième document qui vous sera utile à télécharger, c'est le document avec l'ensemble des étapes détaillées de la glycolyse, document que l'on va aussi remplir ensemble tout au long de ce DLDL. Alors bien évidemment, il s'agit d'un DLDL, développement littéral développé en ligne. L'intérêt de ce DLDL, c'est que vous pouvez faire pause à tout moment. Quand vous faites pause vous-même chez vous, ou bien quand l'enseignant fait pause en classe, bien évidemment, vous pouvez prendre le temps de correctement écrire les molécules ou les mouvements des électrons dans les mécanismes catalytiques. Donc faire pause pour bien écrire, mais aussi faire pause pour revenir en arrière, pour revoir certaines étapes et mieux comprendre les mécanismes. Voilà. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par le forum pour poser vos questions. Alors la glycolyse commence par l'alpha-D-glucose, et on va commencer par écrire cet alpha-D-glucose en Haworth, sous sa forme donc pyranose. Il s'agit d'un cycle à 6 atomes, donc on dessine un losange pour représenter ce cycle à 6 atomes. Je vous rappelle que ici il y a un oxygène, et puis les autres sommets, il s'agit tout simplement d'atomes de carbone qu'on ne représente pas forcément. Ici c'est le carbone 1, le carbone 2, 3, 4, 5, et puis là-haut il y aura le carbone 6. Sur le carbone 2, on commence à faire un trait vers le bas, puis carbone 3 vers le haut, carbone 4 vers le bas, donc bas au bas, et on met au niveau de ces traits, de ces liaisons, on met des groupements hydroxyles. Sur le carbone 1 vers le bas aussi, on met un groupement hydroxyle, et puis on complète les carbones, on complète par des hydrogènes pour qu'il y ait bien 4 liaisons par carbone. Sur le carbone 5, il y a le CH2OH, avec ce carbone-là qui est le 6, celui-là étant le 5, et on n'oublie pas de mettre un hydrogène en dessous. Donc voilà l'astuce d'écriture de l'alpha-D-glucose, enfin du glucopyranose, de l'alpha-D-glucopyranose, avec cet hydroxyle qui est en bas, puisque tout simplement on a l'anomère alpha, alpha bas, pour le moyen mémotechnique. Voilà, donc ça c'est la forme écrite à la main. Je vous mets la forme parfaitement bien écrite numériquement, et vous pouvez faire pause si vous voulez pour prendre le temps de bien noter cette molécule. Cet alpha-D-glucose est donc transformé dans la première étape de la glycolyse. Il est transformé, donc ça c'est la première étape. On peut écrire 1, on peut ou pas? On va écrire 1, non il ne veut pas, bon, tant pis. Alors, je reviens ici, vous pouvez vous-même écrire 1 si vous voulez. Il est transformé en glucose 6-phosphate, et de la même manière qu'on a dessiné l'alpha-D-glucose ici, on va pouvoir représenter le glucose 6-phosphate avec un losange, donc un cycle à 6 atomes. De nouveau, bas, haut, bas, on met les groupements hydroxyles. En C1, on met un groupement hydroxyle vers le bas, puisque c'est l'anomère alpha. On complète avec des hydrogènes. Et puis sur le C5, on rajoute le groupement CH2O. Mais attention, sur le C6, il y a un groupement phosphate. Donc on écrit OP. Alors, OP, c'est quoi OP? Le P ici, c'est, on le verra plus tard dans les mécanismes détaillés, le P, c'est un résidu phosphate. On verra ça qui est détaillé. Alors d'où vient ce phosphate, ce résidu phosphate? Il vient d'un donneur de phosphate qui n'est autre que l'ATP pour adénosine triphosphate. Dans triphosphate, tri veut dire 3 phosphates. Il est transformé en adénosine 5' diphosphate. Diphosphate veut dire 2 phosphates. Donc on a bien perdu un phosphate. Ce phosphate est venu ici se condenser sur cet hydroxyle. Vous avez donc une fonction alcool ici. Un phosphate, c'est un acide. Et donc on a formé un ester, ici, le glucose 6-phosphate. Vous prenez donc le document annexe, qui se nomme le document coenzyme et cosubstrat.
On va tout d'abord regarder justement en détail cette molécule d'ATP. C'est juste un petit rappel. Alors l'ATP, adénosine 5' triphosphate, il est constitué bien évidemment d'adénine. C'est une base azotée purique, donc 2 cycles, avec un NH2, on la reconnaît bien. Elle est associée au niveau de cet azote, c'est une liaison N-glycosidique ici, associée au ribose. Et cela donne adénine plus ribose, cela donne l'adénosine. Cette adénosine, sur son carbone ici 5, est associée à un résidu phosphate, donc phosphorylé, estérifié. Et quand vous avez l'adénosine plus un phosphate, cela donne adénosine 5' monophosphate, qui veut dire qu'il y a un seul phosphate, autrement dit l'AMP. Si vous rajoutez un autre phosphate, vous estérifiez encore par un autre phosphate, puisqu'il a 2 acidités. À ce moment-là, vous obtenez l'adénosine 5' diphosphate. Et encore par un autre phosphate, on obtient l'adénosine 5' triphosphate. Alors bien évidemment, dans le processus catalytique, cette grosse molécule va rentrer dans le site actif de l'enzyme, mais nous, on ne va pas dessiner à chaque fois cette grosse molécule. On va simplifier cette molécule par la partie qui nous intéresse le plus, qui participe au processus catalytique, à savoir, on va pouvoir le dessiner de cette manière-là. Alors, pourquoi cela est égal à ceci? Tout simplement, on a dit que l'ATP n'était rien d'autre que l'ADP plus un phosphate. C'est ce qu'on représente ici. ADP plus résidu phosphate donne l'ATP. Donc je reviens à ma planche de document. Alors je vous efface, hop, je vous efface ici, tac, et je vous montre celle-ci, non pas celle-ci, pardon, mais celle-ci. Voilà, donc vous pouvez prendre le temps de la noter correctement. Et puis on va voir en détail ce qui se passe dans cette première étape de la glycolyse. Alors vous prenez l'autre document qui se nomme la glycolyse avec les différentes étapes. Sur cette première ligne ici, nous allons tout simplement écrire les différentes étapes. Nous allons écrire le titre de la première étape. Et j'ai donné pour titre à cette étape la phosphorylation du glucose. Phosphorylation du glucose. Sur cette deuxième ligne, nous allons écrire l'équation de la réaction, mais on ne va pas l'écrire avec les formules, on va l'écrire avec les mots. Donc il s'agit du glucose, qui subit une phosphorylation grâce à un donneur de phosphate qui est l'ATP. Donc glucose plus ATP donne glucose phosphorylé, c'est-à-dire 6-phosphate, plus ADP. Donc voilà l'équation de la réaction, elle est globalement assez simple, et bien évidemment, cette réaction, on peut la considérer sous son aspect énergétique, donc on va définir un delta G, c'est-à-dire une variation d'énergie libre, et ici, pour être plus précis, on va déterminer la variation d'énergie libre standard physiologique, le standard c'est le 0 qui est là, et l'apostrophe ici c'est pour le physiologique, et la valeur de ce delta G'0 est de moins 14,2 kJ par mol. Autrement dit, c'est dans les conditions standards, mais je vous rappelle que dans la cellule, on n'est pas dans les conditions standards. Dans les conditions standards, on est sur une réaction qui est thermodynamiquement favorable. On va regarder en détail cette première étape. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, on retrouve ici notre molécule d'ATP. C'est ADP plus un phosphate. Et puis ici, je vous ai dessiné l'alpha des glucoses avec précisément ici le groupement hydroxyle avec un petit bâton sur l'oxygène. Alors, vous avez certainement dû voir cela en chimie. Ce petit bâton sur l'oxygène sous-entend qu'il y a un doublet d'électrons qui est non liant, et ce doublet d'électrons est susceptible de réaliser ce qu'on appelle des attaques nucléophiles. C'est-à-dire que les électrons vont se délocaliser et peuvent atteindre d'autres atomes sur d'autres molécules ou sur une même molécule. Mais généralement, l'attaque nucléophile se déroule sur un atome qui est susceptible de lui-même délocaliser un petit peu plus loin ses électrons. Alors on voit cet atome de phosphore ici, dans le résidu phosphate. Il a ici une double liaison oxygène, et cette double liaison, eh bien, il y a une des deux liaisons qui est susceptible de se délocaliser. Et c'est justement ce qui va se passer. Alors vous prenez un stylo de couleur, et on va représenter donc cette attaque nucléophile de cette manière.
Donc, à partir du doublet d'électrons, vous faites une flèche qui tombe sur le phosphore. Bien évidemment, après ça pose un petit problème, c'est que cet atome de phosphore ici, il a normalement 5 liaisons. 1, 2, 3, 4 et 5. Si vous rajoutez une autre liaison, parce que cette attaque nucléophile crée une autre liaison, à ce moment-là, vous avez 6 liaisons, et ce n'est pas possible pour l'atome de phosphore. Il faut donc qu'il se débarrasse d'électrons. Et il va le faire en se débarrassant d'une des liaisons. Bien évidemment, la seule liaison qui peut se délocaliser, c'est cette double liaison, ici. Et elle se délocalise où? Elle transfère son électron sur l'oxygène, et l'oxygène va donc gagner, cet oxygène c'est celui-ci, il gagne une charge négative. D'accord? Donc attaque nucléophile avec délocalisation des électrons. En même temps, cet oxygène-là, qui était lié à ce carbone et qui était lié à cet hydrogène, donc il avait 2 liaisons, à ce moment-là, il a une 3e liaison. Et ce n'est pas possible pour un oxygène 3 liaisons. Par conséquent, il gagne une charge positive. Alors, ceci est un intermédiaire relativement peu stable qui tend à vouloir se stabiliser, et cela va se réaliser d'une certaine manière, c'est-à-dire que ici vous avez un hydroxyle, c'est celui-ci, que je vous ai un petit peu tordu ici, donc vous avez un hydroxyle qui va avoir qu'une seule envie, c'est d'aller prendre ce proton. L'hydroxyle ici prend le proton, H, alors pour l'instant c'est un hydrogène, mais si jamais il capture cet hydrogène, en fait il capture que le proton, H+, et donc il y a un électron ici susceptible d'aller éteindre la charge positive. Alors je dis éteindre entre guillemets, imaginez que les électrons c'est de l'eau, et que les charges positives c'est du feu. Donc ici vous avez le proton qui est enlevé, il reste une liaison. Cette liaison c'est un électron qui peut éteindre la charge positive. Et si vous faites ceci, eh bien vous voyez que ici l'hydrogène a disparu et que cet oxygène a perdu sa charge positive. Une deuxième étape, donc vous prenez un stylo d'une autre couleur, donc on va avoir cet hydroxyle qui va être protoné. Or, je vous ferai juste remarquer un truc, c'est que OH, si vous lui rajoutez un proton, ça fait OHH, autrement dit H2O. Vous avez donc ici, globalement, potentiellement, une molécule d'eau, ici, qui est chargée positivement, et qui est liée à un atome de phosphore. Cette molécule d'eau n'a qu'une envie, c'est de partir. C'est un bon groupement partant. Comment est-ce qu'elle peut partir? Ici, vous avez un atome d'oxygène avec une charge négative. Cette charge négative ici va se délocaliser. Alors, si j'y arrive. Elle va se délocaliser ici sur l'atome de phosphore. Et puis, cette liaison ici va se délocaliser vers l'oxygène, ce qui permet en réalité, donc cette liaison va se rompre et libérer la molécule d'eau. Donc là, on ne la voit pas, la molécule d'eau, j'ai fait un petit peu plus vite, c'est le OH plus le proton, ça fait une molécule d'eau. Et donc, cette liaison qui s'en va permet d'éliminer la molécule d'eau que je vous ai représentée ici. D'accord? Donc, on refait une par une toutes les étapes. Première étape, l'hydroxyle fait une attaque nucléophile sur l'atome de phosphore. La double liaison ici se délocalise pour donner O-. Le voilà, le O-. Et là, on a gagné donc une charge positive. On a bien fait une liaison entre le glucose et l'ATP. Glucose lié à l'ATP. La voilà, la liaison. Et puis ensuite, cet hydroxyle récupère un proton, autrement dit, il forme une molécule d'eau qui est liée au phosphore, et bien évidemment, les électrons qui sont là se délocalisent sur la charge positive pour éteindre la charge positive. On a donc O qui a perdu son proton, qui est lié au phosphore, et il a perdu sa charge positive. D'accord? Ensuite, deuxième étape, cette charge négative retombe sur le phosphore ici, ce qui élimine la molécule d'eau, qui est un groupement partant, et qu'on enlève ici. L'étape suivante, arrive alors une nouvelle molécule d'eau. Parce que là, je vous ai fait partir une molécule d'eau, mais il y a une nouvelle molécule d'eau qui arrive, ça peut être la même ou ça peut être une autre, peu importe. Et cette molécule d'eau, elle va venir se condenser sur cet intermédiaire. Elle se condense, donc vous avez un doublet ici d'électrons, qui vient faire une attaque nucléophile sur le phosphore, et ici, vous avez cette liaison phosphore-oxygène qui va, elle, se cliver, donc ça va libérer O-, et ce O-, cet électron, en fait, va aller chercher un proton de la molécule d'eau. Donc on récupère un proton de la molécule d'eau, et la liaison OH de cette molécule d'eau va se scinder. Autrement dit, cet oxygène-là récupère juste l'hydrogène, et s'en va. Ça donne ATP, ADP, OH, c'est-à-dire ADP. Et la liaison qui est ici se délocalise sur l'oxygène. Autrement dit, il n'y a que le OH qui s'est fixé sur ce résidu phosphate. Ça va donc donner glucose, 6, phosphate, c'est celui qu'on obtient ici.
Et donc cette molécule d'eau entrante, je vous l'ai représentée ici. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que globalement, il y a une molécule d'eau qui sort, il y a une molécule d'eau qui rentre. Autrement dit, au niveau des molécules d'eau, il ne s'est rien passé. C'est pour ça qu'on ne les retrouve pas du tout dans la réaction, l'équation de la réaction bilan. Glucose plus ATP donne glucose 6-phosphate plus ADP. Voilà comment se fait cette phosphorylation du glucose. On va revenir à présent à la planche de la voie métabolique totale. On en est donc là, le glucose 6-phosphate. L'étape suivante, c'est la transformation du glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate. Ce fructose 6-phosphate, j'espère que vous vous rappelez un petit peu de ce que vous avez appris sur le chapitre des glucides, c'est un cétose. Or, le glucose ici est un aldose. Autrement dit, on a réalisé ce qu'on appelle une isomérisation. On est passé d'un aldéhyde à un cétose. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'aldose en forme Ewirth, il est sous forme pyranose, alors que le fructose, lui, il est sous forme furanose. Donc on va dessiner ce fructose. Alors, dessiner un furanose, c'est dessiner un cycle à 5 atomes, avec en son sommet un atome d'oxygène. Donc je dessine un cycle à 5 atomes, ce que moi j'appelle une maison. Ici, vous avez le carbone 2, le carbone 3, le 4, le 5. Et il y aura un atome, un carbone 6. Sur le 4, ici, vous faites bas et vous donnez un hydroxyle. Et sur le 3, vous faites haut et vous donnez un hydroxyle. Donc, moyen mémotechnique, bas-haut pour le fructose. Et puis, sur ce carbone 5, ici, vous montez vers le haut et vous dessinez le C6, CH2OP. Et sur le C2, on va dessiner un carbone 1, qui est le CH2OH. D'accord? Et puis, en haut, on met un hydroxyle. Pourquoi? Bon, c'est l'anomère bêta, bêta-BO-O, c'est le moyen mémotechnique. Donc, le groupement hydroxyle est en haut pour le bêta-fructose 6-phosphate. Voilà. Et on n'oublie pas, bien évidemment, de mettre les hydrogènes pour compenser les 4 liaisons sur tous les carbones. Donc ça, c'est le moyen pour le dessiner. Je vous l'efface et je vous mets la forme propre. Vous pouvez faire pause pour prendre correctement cette molécule. Alors, on va voir en détail comment se déroule cette isomérisation. Vous revenez donc au document détaillé de la glycolyse. On va donc aller voir la deuxième étape. Deuxième étape. Premièrement, ce que l'on va faire, c'est que l'on va noter, le nom de l'étape. Alors, vous notez isomérisation. Isomérisation du glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate. On va écrire l'équation de la réaction. Donc vous avez, alors vous allez voir, c'est tout simple, glucose 6-phosphate, un équilibre sur le fructose 6-phosphate. L'énergie déployée pour cette réaction, le delta G'0, n'est pas vraiment favorable. Il est de plus 1,7 kJ par mol. Donc, on n'est pas vraiment dans les valeurs totalement hyper positives. Donc, la réaction va pouvoir se faire, parce qu'en fait, cette réaction-là va être tirée vers la droite par la troisième étape. Mais en même temps, comme on est plutôt proche de 0, eh bien, ça reste une réaction qui est faisable. On va voir le détail de cette réaction. Et là, vous voyez que c'est déjà un petit peu plus complexe par rapport à ce qu'on a vu sur l'étape 1. Ce qui diffère, on a les molécules avec les mouvements électroniques, c'est ce qu'on va voir, mais ce qui diffère aussi, c'est que je vous ai dessiné une espèce d'arc de cercle ici. Cet arc de cercle est censé représenter le site actif de l'enzyme. Donc là, vous avez l'enzyme, une espèce de poche, le site actif, et bien évidemment, je ne vous ai pas dessiné tous les acides aminés de l'enzyme, mais quelques-uns. C'est ces espèces de rectangles bleus. Ce sont des résidus d'acides aminés qui participent au site actif. Et je vous ai rajouté aussi B et A. Alors A, c'est pour acide, qui veut céder un proton. B, c'est pour base, avec parfois des charges négatives ou parfois des doublés électroniques. Et ces charges négatives ici veulent récupérer un proton. Une base, la définition, est une molécule qui est susceptible de capter un proton. Alors on va voir le détail, et vous allez voir que le détail est globalement assez simple. Il s'agit tout simplement d'échanges acido-basiques.
Donc vous prenez un stylo de couleur et on va faire les mouvements de protons dans ce site actif. Alors bien évidemment, c'est le jeu un petit peu des 7 erreurs. Il faut comparer une des sous-étapes à l'autre sous-étape et voir un peu ce qui s'est passé. Ce qu'on peut remarquer, c'est que cette base, B- ici, elle est transformée ici en BH et qu'apparemment elle a capté un proton vert. C'est le proton vert qui est juste à côté. Donc il va y avoir ici une délocalisation électronique. La charge moins va aller chercher le proton et va former une liaison. Ce qui sous-entend que la liaison qui unissait l'oxygène à l'hydrogène va être rompue et va être délocalisée sur cette simple liaison carbone 1 oxygène. Donc délocalisée pour former une double liaison carbone C double liaison O. D'accord? Donc une fonction CETO va être formée. En même temps, ce carbone 1 va avoir un petit problème. Si vous lui mettez une double liaison, ça fait 1, 2, il y a la liaison carbone-carbone, ça va faire 3, carbone-hydrogène 4 et carbone-oxygène 5. Or, un carbone ne peut avoir que 4 liaisons. Donc il y a une liaison en trop qui, bien évidemment, va se délocaliser. C'est cette liaison-là, carbone-oxygène, qui va se délocaliser, qui va se rompre, et donc on va avoir une ouverture du cycle. La liaison ici va se rompre, et finalement l'oxygène va perdre une liaison, donc il va gagner un électron, et il va donc aller chercher un autre atome, il va chercher ce proton rouge, ici, pour former une liaison hydroxyle OH. Bien évidemment, la liaison qui unissait le proton rouge à l'acide va être rompue, et l'acide va gagner une charge négative, c'est donc la base conjuguée qui est formée. Vous êtes prêts? Donc on y va avec un stylo de couleur, on part de la charge négative et on va chercher ici le proton. Donc on récupère le proton, délocalisation sur cette simple liaison, donc simple liaison se délocalise ici sur le carbone-oxygène pour former le C double liaison O. En même temps, cette simple liaison oxygène-carbone ici se délocalise et vient chercher le proton rouge qui est tout là-haut. Et puis, la liaison qui l'unissait à l'acide se dématérialise finalement et un électron vient se lier à l'acide pour former la base conjuguée A-. Et donc voilà ce qu'on obtient. Donc ici on avait le glucose cyclisé, le glucopyranose, forme Haworth, c'est, je vous rappelle, l'hémiacétal. Et là on a, qu'est-ce qu'on a? Si vous regardez bien à quoi ressemble cette molécule, normalement vous devez parfaitement la retrouver. Il s'agit tout simplement du glucose 6-phosphate non cyclisé. C'est-à-dire l'ouverture du cycle permet de revenir en Fischer, si je puis dire. On est passé de Haworth à Fischer. En C1, ici, vous avez bien la fonction aldéhyde. Et puis on retrouve droite-gauche, droite-droite, c'est le glucose 6-phosphate en Fischer. Donc voilà la première sous-étape. Deuxième sous-étape, si on fait encore la comparaison, ce que l'on remarque, c'est que cette base ici, B-, elle va gagner un proton noir, qui est celui-ci. Finalement, la liaison ici va être délocalisée, et elle va retomber sur cette liaison carbone-carbone, pour donner une double liaison. Il y aura un petit problème sur ce carbone-là, s'il y a une double liaison ici, ce carbone-là aura trop de liaisons, donc ici il va y avoir une délocalisation pour aller récupérer le proton vert. Et on va donner un hydroxyle OH vert. Comprenez bien que ces délocalisations ne se font que parce que au-delà, il y a des électrons qui sont susceptibles eux aussi de se délocaliser. Donc c'est des délocalisations électroniques en chaîne. On va pouvoir la réaliser. Donc vous partez de cette charge négative et vous allez chercher tout d'abord ce proton. La liaison qui l'unissait ici va se délocaliser pour former ici une double liaison carbone-carbone. Et enfin, cette double liaison se délocalise pour aller chercher le proton vert qui lui-même se délocalise sur la charge pour donner B-. Et on obtient cette molécule. Alors cette molécule, c'est une molécule intermédiaire un petit peu particulière qu'on appelle un N-diol. Pourquoi N? Car ici vous avez un alcène, C double liaison C. Et pourquoi diol? Tout simplement parce qu'il y a deux groupements alcool, deux hydroxyles, un N-diol. L'étape suivante, c'est quoi? Si l'on compare ici, on remarque que le H ici va disparaître, donc il va être récupéré par une molécule. Ensuite, la double liaison N ici va disparaître, et cet hydroxyle aussi va disparaître pour être transformé en groupement céto. Et le proton bleu ici est récupéré par cette base. Donc globalement, le mécanisme, c'est tout d'abord, la base récupère un proton bleu, elle avait un proton vert, elle récupère un proton bleu, et puis délocalisation pour former le groupement céto, et finalement cette double liaison ici va être réduite
Donc on passe d'une double liaison à simple liaison, et il nous faut donc un hydrogène, on récupère donc le proton noir ici. Vous êtes prêts? On y va. Donc on commence par, ici, aller chercher, on récupère donc le proton bleu, si j'y arrive, hop, voilà, délocalisation ici, et ici on récupère le proton noir, et finalement on retombe sur la charge. Sur la base, on met une charge négative. Voilà le mécanisme électronique. Et on obtient cette molécule. Alors, je vous ferai remarquer, vous l'avez peut-être repéré, si vous l'avez repéré, c'est bien, regardez bien cette molécule, et normalement, elle doit vous rappeler une autre molécule que vous connaissez bien. Donc, a priori, on est toujours en Fischer, mais c'est quoi cette molécule en Fischer? Vous avez un CH2OH en C1, et en C2, vous avez un groupement céto. Et puis, après, gauche, droite, droite, CH2OP. En fait, ce n'est rien d'autre que le fructose. Vous avez un céto sur le C2. C'est le fructose 6-phosphate. Donc dans le site actif, on retrouve le fructose 6-phosphate. On avait au départ du glucopyranose, donc du glucose 6-phosphate cyclisé, qui s'est ouvert en Fischer pour donner du glucose 6-phosphate, ouvert, qui a été transformé en un endiol, puis un réarrangement interne avec des protons pour donner en fait l'isomérisation, en fait, elle a lieu ici, précisément. Donc cet endiol est transformé en fructose 6-phosphate, linéaire, et il ne reste plus qu'une dernière étape, vous l'aurez sans doute compris. La dernière étape, ce n'est rien d'autre que transformer cette molécule linéaire en une molécule cyclisée. Oui, mais voilà, attention, il ne faut pas cycliser entre cet oxygène et ce carbone, sinon vous obtiendrez un pyranose. Il faut cycliser pour former un furanose. Le fructose 6-phosphate, c'est une... Tiens, j'avais oublié le... Ici, vous pouvez rajouter, j'avais oublié, vous rajoutez 6-phosphate. Hop, voilà. Donc, le fructose 6-phosphate, ici, c'est un furanose. Donc, en fait, cet oxygène, il faut le lier à ce carbone. Et ça tombe bien, puisque si vous délocalisez cette liaison ici, les électrons, je vous rappelle que les électrons ne peuvent que tomber sur un atome qui est lui-même susceptible de se débarrasser d'une liaison, autrement dit d'électrons. Et il n'y a que le C-O qui est capable de le faire. Ce carbone-là ne peut plus le faire, puisqu'il est parfaitement réduit ici par des hydrogènes. Donc voilà ce qui va se passer. Cette base-là va récupérer un proton pour devenir AH. Et la liaison ici va se rompre et se délocaliser sur le groupement céto, qui lui-même va délocaliser ses électrons pour former un O-, mais en fait le O- ne va pas persister. En fait les électrons vont être délocalisés sur ce proton bleu et prendre le proton bleu à cette base, qui redevient B-. Si vous regardez l'état finalement de ce site actif, B-, AH, B-, et que vous le comparez à l'état initial, normalement vous avez dû repérer que B-, AH, B-, on est revenu à l'état initial. Ça c'est une des propriétés que vous avez dû apprendre, c'est que dans tout processus catalytique, un site actif à l'état final se retrouve toujours dans le même état qu'à l'état initial. Donc on va dessiner le dernier processus catalytique. Prenez donc votre stylo de couleur. On commence à partir de A-. On prend le proton rouge, ici, délocalisation sur le céto, et puis le céto, la double charge, ici la double liaison, se délocalise pour prendre ce proton bleu, et ça retombe sur la base B-. Et on obtient, vous l'avez reconnu, le fructose 6-phosphate, le fructofuranose, la forme furanose. Ce que vous pouvez repérer, c'est que le site actif est identique au niveau protonation, mais qu'il y a eu un total réarrangement en fait des hydrogènes. Hein. Au départ, alors il n'y a pas eu un réarrangement des hydrogènes au niveau du site actif. On était en AH rouge, et effectivement, on récupère, si je ne m'abuse, ici, on récupère un AH rouge. Par contre, le réarrangement des hydrogènes s'est fait dans le substrat et le produit. Ici, il y a eu un réarrangement. Alors, on va voir précisément, en 3 dimensions, ce qui se déroule dans ce site actif. Donc, vous avez au niveau du site internet où se trouvent les DLDL, vous avez un lien vers ce site internet qui s'appelle le site PDB. C'est une base de données justement sur les protéines en 3 dimensions. Et ce que l'on va voir dans un premier temps, c'est la phosphoglucose isomérase, donc c'est l'enzyme qu'on est en train d'étudier, et elle est complexée avec justement du fructose 6-phosphate. Alors,
c'est un superbe site où l'on voit les molécules en 3 dimensions. Ici, vous avez la phosphoglucose isomérase. Et ce que l'on peut voir, globalement, c'est la structure, ce qu'on appelle la structure secondaire. Vous avez de formidables ici hélices alpha en rose, et puis en violet, et puis vous avez ici des feuillets bêta. Alors je vais vous la faire tourner, cette molécule. Donc elle peut tourner, on peut la voir donc en 3 dimensions tournée. Ce qu'on peut repérer, ce que vous arrivez peut-être à repérer, c'est que globalement, il y a la protéine, mais il y a aussi des petites choses ici en boules et bâtons que l'on peut distinguer dans des poches. Ce ne sont rien d'autre que justement soit le substrat, soit le produit. Alors on va pouvoir zoomer, mais ce qui serait bien en fait, donc on va zoomer. Donc vous voyez ici, à l'intérieur de l'enzyme, vous avez une molécule qui n'a rien à voir avec l'enzyme. Ce n'est rien d'autre que soit le substrat, soit le produit. C'est-à-dire que ici, vous avez le site catalytique. Alors bien évidemment, on voit trop rien. Alors bien évidemment, dans le site, on a possibilité de déshabiller l'enzyme, entre guillemets, et de ne voir que le ligand. Voilà le ligand qui se trouve dans l'enzyme. Alors vous repérez déjà qu'il y a 2 ligands, c'est-à-dire que effectivement, cette enzyme, elle a 2 sites catalytiques. Ça arrive couramment que des enzymes aient 2 sites catalytiques, et donc elle peut recevoir 2 substrats pour les transformer en 2 produits. On va centrer un petit peu sur un des substrats, et puis on va essayer de zoomer un petit peu sur lui. Alors, c'est quoi cette molécule? Vous la reconnaissez ou pas? Alors déjà, le code couleur. On est en boule et bâton, chaque boule est un atome, chaque bâton est une liaison. Bon. Mais c'est un système en 3 dimensions où on a une espèce d'imperfection, c'est-à-dire que vous ne verrez pas si c'est une simple liaison ou une double liaison, premièrement. Le bleu grisé, ou le gris si vous le souhaitez, ce sont des carbones. Les rouges, ce sont des oxygènes, et vous ne verrez pas si c'est un C double liaison O ou un C simple liaison O. Et on ne voit pas non plus les hydrogènes. Donc il va falloir un petit peu vous habituer à ce modèle en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'il faut un petit peu imaginer la molécule, de quoi elle est constituée. Alors c'est quoi cette molécule? Normalement vous êtes censé la reconnaître. Vous avez ici un cycle à 5 atomes. C'est donc notre furanose, fructofuranose. Voilà. Cycle à 5 atomes, avec ici un carbone-carbone qui s'extériorise sur le cycle. C'est donc C5, C6, et il est lié à un oxygène, donc c'est le CH2, donc il y a 2 hydrogènes, CH2O, voilà l'eau, CH2O, P, ici c'est l'atome de phosphore. Alors en même temps, quand vous êtes sur le site, vous pouvez diriger votre curseur sur les boules, et à ce moment-là, il y a une petite étiquette qui s'affiche. Dans cette étiquette, il vous affiche entre crochets F6P, qui veut dire fructose 6-phosphate, 1001, vous en occupez pas, A, vous en occupez pas, et après il y a écrit P, P c'est pour l'atome de phosphore. Donc là, les boules oranges, ce ne sont rien d'autre que les atomes de phosphore, et bien évidemment, un phosphore est lié à 4 oxygènes, et il y a un des oxygènes qui est lié de manière avec une double liaison, P double liaison O. Donc je vous remets un petit peu la molécule. Alors, bon, on ne la voit pas ici, c'est dommage. Donc, ce qu'on a dans le site actif, en fait, ce n'est rien d'autre que cette molécule-là, parce que vous pouvez repérer là que ce fructose, alors, pardon, le fructose ici, il est sous forme cyclisée. D'accord? Sous forme cyclisée, c'est-à-dire que on a le fructofuranose 6-phosphate. Donc, je reviens ici. Vous avez la forme cyclisée, furanose, et sur le carbone 6, ici, vous avez le groupement phosphate. Sur le carbone 1, vous avez un CH2OH, et puis vous avez un OH. Donc on revient ici. Ici, vous avez un carbone 1 avec un OH et un CH2OH. D'accord? Alors ce qu'on peut faire aussi avec ce site, c'est de voir le ligand, c'est-à-dire le produit, mais on peut aussi voir ce ligand dans le site actif. Alors ici, je vous ai représenté le site actif. Alors, c'est un espèce de nuage, ok, un nuage de bâtons. Alors, vous allez dire, pour l'instant, ça ressemble à rien du tout. Ce qu'il faut imaginer, c'est que, en fait, ces bâtons ne sont rien d'autre que des résidus d'acides aminés. Et ce que l'on peut voir, je vais vous déplacer la molécule, ici, il y a 2 sites actifs, et en fait, vous avez 2 poches d'un ensemble d'acides aminés qui entourent les substrats ou les produits. Donc là, cette enzyme a été cristallisée avec
en son sein, à l'intérieur de leur site actif, les deux produits. Et ce que l'on voit bien, c'est que les deux produits sont parfaitement englobés dans un ensemble d'atomes. Ces atomes sont les sites actifs. D'accord ? Ceci vous explique qu'effectivement, les molécules qui sont dans les sites actifs peuvent réaliser des échanges électroniques ou des échanges de protons de manière soit intramoléculaire, soit de manière associée à l'enzyme avec les résidus d'acides aminés. Donc voilà pour cette deuxième étape de la glycolyse. On va revenir à présent à notre planche métabolique. Revenez à votre planche métabolique et on va passer à la troisième étape. On était donc ici au fructose 6-phosphate et ce fructose 6-phosphate va être transformé en fructose 1,6-diphosphate. Cette transformation, sans doute vous la reconnaissez, c'est rien d'autre que la même première réaction. Autrement dit, il y a un ATP donneur de phosphate qui va être transformé en ADP et il y a un déphosphate qui va être transféré sur le substrat. Donc le substrat ici, ça a changé, c'est le fructose 6-phosphate. Il récupère un phosphate de l'ATP, il le récupère sur le carbone 1 et ce CH2OH va être phosphorylé pour donner un CH2OP. Donc on va dessiner cette molécule ici. Ici. Alors on dessine, on peut l'écrire comme ça. Donc CH2, ça c'est le carbone 6, OP, qui est lié ici à un cycle furanose. OH en bas sur le carbone 4, OH en haut sur le carbone 3. Et puis ici, vous avez un CH2O, c'est le carbone 1, carbone 2, carbone 1, CH2OP, ici, phosphorylé, c'est la nouvelle phosphorylation, ce OH qui est transformé en OP. Ici, vous avez un hydroxyle en bêta, et vous n'oubliez pas de mettre les hydrogènes en opposition, ici. Et là, vous avez le bêta-D fructose 1,6-diphosphate. Fructofuranose 1,6-diphosphate. Je vous le mets proprement. Vous pouvez prendre le temps de le noter. Donc dans le détail, on va aller voir dans le détail. Ici, vous passez donc à l'étape 3. Tout d'abord, on va donner un nom à cette étape. C'est la phosphorylation de fructose 6-phosphate. Donc ici, vous écrivez phosphorylation du fructose 6-phosphate. On va écrire l'équation, c'est fructose 6-phosphate plus ATP donne fructose 1,6-diphosphate, qu'on écrit 1,6 P2, plus ADP. Donc c'est exactement ce qu'on a vu précédemment. Glucose plus ATP donne glucose 6-phosphate plus ADP. Vous allez voir que c'est exactement le même processus catalytique qui va se dérouler. Alors le delta G, il est équivalent à celui qu'on avait vu précédemment. Ici, il va être de moins 14,2 kJ. Donc vous écrivez ici, moins 14,2 kJ. L'étape, on va le représenter. Donc la voici. On va dessiner le processus catalytique. Vous prenez donc un ciseau de couleur. On avait vu que sur le CH2OH, on avait une attaque de phosphore, mais là, cette fois-ci, ce n'est plus le même hydroxyle. C'est celui-ci qui va venir attaquer. C'est le carbone 1 qui porte un hydroxyle, qui a un doublet électronique, qui vient attaquer le phosphore. Voilà ce qui se passe. Puis, délocalisation sur l'oxygène, et on a donc une charge négative ici. Le OH qui était là, celui-ci, vient récupérer le proton qui est là-haut. Comme ça. Et puis la liaison ici rebascule sur la charge positive. Ainsi. Changer de couleur. On change de couleur. Cette fois-ci, c'est cette charge négative qui bascule sur le phosphore, ici, et le groupement partant, c'est la molécule d'eau. La molécule d'eau s'en va. D'accord ? Vous pouvez faire une pause, et puis prendre le temps de faire correctement ces mouvements électroniques. L'étape suivante, allons-y. L'étape suivante, donc c'est comme on avait vu pour la première étape de la glycolyse, il y a une molécule d'eau qui est sortie, c'est vrai, mais il y a une molécule d'eau qui rentre, la voici, et elle vient se condenser sur le phosphore, ici, et bien évidemment cette liaison oxygène-phosphore va se cliver, libérant ainsi l'ADP, et cette liaison en fait va aller chercher un hydrogène, l'hydrogène de la molécule d'eau, ici, et la liaison OH, ici, se délocalise sur l'oxygène, ce qui permet de rétablir ici un fructose 1,6-diphosphate. Libéré,
donc fructose 1,6-diphosphate, ici, plus une molécule d'ADP. Voilà. Donc on en a fini avec ces 3 premières étapes. Bien évidemment, vous pouvez revoir l'ensemble de ce DLDL en détail, et bien évidemment, il y a beaucoup à voir par la suite. Je vous engage à suivre le reste de ce DLDL métabo. À bientôt.